Bonjour, c'est Elisabeth. Je vous retrouve aujourd'hui pour inaugurer une nouvelle playlist intitulée Tarot et psychologie. Pendant plusieurs années, j'ai accompagné des personnes en coaching et j'ai souvent observé les mêmes difficultés revenir. La peur de se tromper, la peur du regard des autres, l'hésitation face aux grands choix, ou encore cette impression de rester bloqué alors que l'on sait déjà ce que l'on voudrait faire. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vous propose d'explorer ces questions et bien d'autres encore à travers les archétypes du tarot. Alors non, je ne vais pas vous apporter de solution miracle car je crois à la valeur de l'effort pour évoluer et pour changer. Je vais utiliser la richesse symbolique des cartes comme un moyen de mieux comprendre certains aspects de notre vie psychologique. Et pour commencer, nous allons nous intéresser au fou ou au mat, comme il vous plaira de l'appeler, une carte qui a beaucoup à nous apprendre sur la peur, l'incertitude et ce fameux premier pas que nous remettons parfois à plus tard pendant des années. Et si vous êtes plutôt intéressé par la signification de la carte, l'explication des symboles, je vous renvoie à la vidéo du fou que je vous mets en lien au-dessus. Alors pourquoi certaines personnes n'arrivent-elles pas à se lancer et procrastinent pendant des années alors qu'elles savent parfaitement ce qu'elles voudraient faire? C'est une question très intéressante car elle touche, je pense, beaucoup d'entre nous. Nous aimons croire que l'inaction provient d'un manque d'information. Si seulement nous avions davantage de connaissances, davantage d'expérience, davantage de garanties, nous agirions enfin, nous prendrions cette décision, nous lancerions ce projet, nous changerions de travail, nous commencerions cette formation, nous écririons ce livre. Pourtant, si l'on observe ce qui se passe dans la vie quotidienne, c'est une autre histoire qui se profile. Nous connaissons tous des personnes qui se préparent depuis des années. Elles lisent, elles se renseignent, elles accumulent des conseils, elles comparent les options, élaborent des plans, elles attendent le moment idéal. Et pendant ce temps, rien ne se passe. Et à l'inverse, nous avons parfois vu des individus avancer avec très peu de certitude. Ils ne possèdent pas du tout toutes les réponses. Ils n'ont pas tout prévu. Ils ignorent même parfois si leur projet aboutira. Pourtant, ils se mettent en mouvement. Cette différence ne tient pas seulement aux circonstances extérieures. Dans ce cas, le problème pourrait être facilement résolu. Changer d'environnement afin de garantir le passage à l'action. Mais elle touche à quelque chose de plus personnel et intérieur, qui est notre relation à l'incertitude. Et c'est là que le fou devient intéressant et qu'il peut nous aider à sortir de cette inaction. Parmi tous les personnages du tarot, aucun n'occupe une place aussi marginale que la sienne. Il n'est ni roi, ni artisan, ni conquérant, ni sage. Il ne semble poursuivre aucun objectif identifiable. Son apparence est ambiguë, son statut est incertain, même sa position dans la série des arcanes est sujet à plusieurs interprétations puisqu'il ne porte aucun numéro. On peut donc dire qu'il échappe aux catégories, il est libre. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il nous fascine et que nous pouvons développer avec lui une relation à la fois d'amour et d'agacement. Car derrière cette silhouette errante se cache une question qui traverse toutes les existences. Que se passe-t-il en nous lorsque nous ne savons plus exactement où nous allons? Vous avez sans doute remarqué que nous vivons dans une époque qui valorise la préparation comme rarement auparavant. Avant de prendre une décision, nous pouvons consulter des centaines d'avis. Avant d'acheter un objet, nous comparons les caractéristiques techniques de dizaines de produits. Avant de partir en voyage, nous lisons les commentaires d'autres voyageurs. Avant d'apprendre une nouvelle compétence, nous regardons des dizaines de tutoriels.
C'est vrai que cette abondance d'informations constitue un avantage considérable, mais elle possède aussi un effet secondaire inattendu. Elle entretient l'illusion qu'il existerait quelque part un niveau de préparation suffisant à partir duquel toute incertitude disparaîtrait. Et nous nous surprenons alors à penser, bon allez, je commencerai lorsque je serai prêt. Et j'en conviens, cette phrase semble tout à fait raisonnable. Pourtant, elle peut se révéler redoutable. Car que signifie exactement être prêt ou être prête? À partir de quel moment un futur entrepreneur possède-t-il suffisamment de connaissances pour créer son activité? À partir de quel moment un artiste maîtrise-t-il suffisamment son art pour montrer son travail? À partir de quel moment une personne est-elle suffisamment sûre d'elle pour changer de vie? La réponse est généralement jamais complètement. La plupart des décisions importantes se prennent dans une zone grise où coexistent à la fois la préparation et le doute. Or, beaucoup d'entre nous refusent cette réalité. Nous préférons attendre. Attendre d'être plus compétent, attendre d'être plus confiant, attendre d'être plus légitime, attendre que les circonstances deviennent favorables. Vous voyez que le problème n'est pas la préparation en soi. Le problème apparaît lorsque la préparation cesse d'être un outil pour devenir un refuge, je dirais même une excuse pour ne plus agir. Et à cet instant, nous nous préparons à continuer de nous préparer. Cette distinction-là est vraiment essentielle, car derrière cette accumulation de connaissances se cache souvent une peur beaucoup plus ancienne. C'est la peur de l'échec, ou la peur du jugement, la peur du ridicule, la peur de découvrir que nous ne sommes peut-être pas aussi capables que nous l'espérions. Autrement dit, ce que nous cherchons à protéger n'est pas toujours notre projet. C'est souvent notre image de nous. Aujourd'hui, nous parlons volontiers d'ego, mais le terme mérite d'être précisé un tant soit peu. L'ego n'est pas seulement synonyme d'arrogance ou d'orgueil, il est aussi l'histoire que nous racontons sur nous-mêmes. Je suis compétente, je suis intelligente, je suis expérimentée, je suis quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ces affirmations contribuent à notre stabilité psychologique et elles nous permettent de naviguer dans le monde avec une certaine cohérence. Mais elles deviennent problématiques lorsqu'elles nous empêchent d'entrer dans des situations où nous risquons de paraître maladroits. Eh oui, toute nouveauté comporte une phase d'incompétence. Personne ne commence en étant excellent. Personne ne débute en maîtrisant parfaitement son sujet. Pour apprendre, il faut accepter une période durant laquelle nous serons moins performants que nous aimerions l'être. Cette vérité paraît évidente lorsqu'il s'agit d'un enfant qui apprend à marcher. Elle devient beaucoup plus difficile à accepter lorsqu'il s'agit d'un adulte. Plus nous avançons en âge, plus nous accumulons des identités. Nous devenons professionnels, experts, parents, responsables. Nous apprenons à fonctionner dans certains cadres. Et plus ces identités se renforcent, plus il devient difficile d'accepter la vulnérabilité du débutant. Et c'est ici que le fou entre en scène. Regardez bien ce personnage sur les cartes de tarot. Il ne semble pas du tout préoccupé par sa réputation. Prenons le tarot de Marseille. Le mat avance dans une tenue étrange. Son apparence est désordonnée. Il sort du cadre en haut, ici, et son comportement ne correspond pas au code de respectabilité incarné par d'autres figures du jeu. Alors, vu à travers le regard social, le personnage est presque gênant, car on ne sait pas trop quoi faire de lui. Et pourtant, il avance. Ah, il ne possède pas la dignité de l'empereur,
ni la maîtrise du battleur, encore moins l'autorité du pape, mais il possède quelque chose que ces personnages risquent parfois de perdre, la capacité de continuer son chemin sans exiger de garanties préalables. C'est peut-être la première leçon du fou. Pour lui, l'incertitude n'est pas un obstacle sur sa route, elle est la route elle-même. Lorsque nous pensons aux grandes décisions de notre vie, nous aimons croire que nous agissons de manière rationnelle. Nous pensons que nous pesons soigneusement le pour et le contre, que nous rassemblons les informations nécessaires, puis que nous prenons une décision logique fondée sur les faits. Cette image nous rassure, mais malheureusement, elle est rarement exacte. Si la connaissance suffisait à enclencher l'action, la plupart des problèmes humains seraient résolus depuis bien longtemps. Regardez, les personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Elles savent généralement que le tabac nuit à leur santé, et pourtant, elles ont du mal à arrêter. Les personnes qui veulent écrire un livre savent qu'il faut s'asseoir et écrire. Et pourtant, la plupart peuvent continuer à scroller sur les réseaux sociaux sans jamais s'y mettre. Les personnes qui rêvent d'apprendre une langue étrangère savent qu'il faut pratiquer régulièrement. Et pourtant, beaucoup se contentent de faire traduire par une IA. Donc l'information n'est pas toujours le problème. Très souvent, nous savons déjà ce qu'il faudrait faire. Ce qui manque alors n'est pas la connaissance du sujet, c'est le mouvement. Prenons un exemple simple. Imaginons une personne qui rêve depuis plusieurs années de changer de métier. Elle a lu des livres, elle a suivi des formations, elle a regardé des vidéos, elle a étudié les témoignages d'autres personnes qui ont réussi leur reconversion. Elle connaît les démarches administratives, elle connaît les risques, elle connaît les opportunités. Et pourtant, 5 ans plus tard, rien n'a changé. Elle serre les dents dans un métier qui ne l'intéresse plus. Alors que manque-t-il exactement à cette personne pour agir et enfin changer de vie? Une formation supplémentaire? Un nouveau livre? Davantage d'informations? Ou bien autre chose? À ce stade, la préparation n'est plus nécessaire, elle est devenue un refuge psychologique. Tant que nous préparons un projet, nous pouvons encore imaginer qu'il pourrait être parfait un jour. Tant qu'un manuscrit reste dans un tiroir, il ne peut pas être rejeté par un éditeur. Tant qu'une entreprise n'est pas créée, elle ne peut pas échouer. Tant qu'une candidature n'est pas envoyée, elle ne peut pas être refusée. L'action nous confronte à la réalité, alors que la préparation nous permet de rester dans le domaine des possibilités. Et les possibilités ont un avantage considérable, elles sont invulnérables. Dans notre imagination, le projet idéal ne rencontre aucun obstacle. Le livre que nous écrivons est génial, devient un best-seller, l'entreprise prospère, fait des milliers d'euros de chiffre d'affaires, la chaîne YouTube rencontre son public, décolle en un rien de temps, la reconversion professionnelle est un succès. Mais que se passe-t-il lorsque nous devons quitter ce territoire imaginaire pour entrer dans le monde réel? Et oui, le monde réel possède une caractéristique qui est assez désagréable. Il résiste, il nous met des bâtons dans les roues. Les choses prennent plus de temps que prévu. Les erreurs se multiplient. Les résultats sont imparfaits. Les autres ne réagissent pas toujours comme nous l'espérions. Autrement dit, agir revient souvent à abandonner une version idéalisée de nous-mêmes. Et c'est précisément ça qui nous bloque. On parle beaucoup de la peur de l'échec. Mais je me demande parfois si la peur la plus profonde n'est pas plutôt la peur du ridicule. Parce qu'on peut expliquer l'échec, mais le ridicule, lui, touche directement notre image. Personne n'aime paraître incompétent ou maladroit. Personne n'aime être observé par un tuteur pendant qu'il apprend. Et pourtant, toute compétence passe nécessairement par cette phase.
On ne naît pas cavalier ou écrivain ou conférencier ou même cartomancien, même si encore aujourd'hui certains vous disent qu'ils ont un don de naissance. Non, à un moment donné, chacun a dû accepter d'être débutant. Lorsque nous sommes enfants, être débutant nous paraît complètement normal. Lorsqu'un enfant tombe en apprenant à marcher, personne ne conclut qu'il ne marchera jamais parce que la chute fait partie du processus. Et chez l'adulte, nous oublions souvent cette évidence. Nous voulons réussir rapidement. Nous voulons comprendre immédiatement. Nous voulons être compétents dès les premiers essais. Comme si l'expérience pouvait être remplacée par la préparation. Mais vous pouvez vous préparer des années, rien ne remplacera l'expérience sur le terrain. Vous pouvez lire 100 livres sur l'équitation sans jamais comprendre ce que l'on ressent sur le dos d'un cheval. Vous pouvez regarder des centaines d'heures de vidéos sur le tarot sans jamais apprendre réellement à lire les cartes. Vous pouvez étudier toutes les théories sur la prise de parole en public sans jamais vaincre votre nervosité tant que vous ne montrez pas sur scène. Il existe un moment où la connaissance atteint ses limites. À partir de ce seuil, seule l'action peut nous enseigner ce que nous avons encore besoin d'apprendre. Le fou apparaît précisément à cet endroit. Lorsque nous regardons la carte, nous ne voyons pas un personnage en train d'étudier un itinéraire, sinon il ne serait pas là, ou calculer des probabilités ou élaborer une stratégie. Nous le voyons marcher, en particulier sur cette carte. C'est pas grand-chose de marcher, vous allez me dire. Et pourtant, cette marche est essentielle. Le fou représente le moment où le mouvement devient plus important que le besoin de certitude, et aussi plus important que la peur. C'est vrai que nous avons souvent une vision romantique du courage. Nous imaginons une personne qui n'a plus de doute, qui ne ressent plus la peur, qui a une confiance absolue. Mais dans la réalité, le courage ressemble rarement à ça. La plupart du temps, le courage consiste simplement à continuer à avancer alors même que les doutes sont toujours là. Le fou n'est pas pétri de connaissances. Au contraire, il avance parce qu'il accepte de ne pas savoir. Et c'est peut-être la première rupture qu'il nous propose. Il ne nous dit pas de renoncer à réfléchir ou de ne pas nous préparer, mais il nous encourage à reconnaître qu'il existe un point où la recherche de certitude cesse de nous protéger et commence à nous emprisonner. Je vous ai parlé au début de cette vidéo de la position du fou parmi les 22 arcanes majeures du tarot. Lorsque nous découvrons le tarot pour la première fois, nous voyons des numéros attribués aux différentes cartes. Nous observons une progression du 1 au 21. Nous imaginons ainsi un parcours qui commencerait quelque part à la carte du battleur ou du magicien pour se terminer à la carte du monde. Puis arrive le fou et son 0, ou même dans le tarot de Marseille, sans numéro du tout. Et donc soudain, il n'y a plus de logique. C'est sûr, ce n'est qu'un détail graphique. Pourtant, depuis des siècles, il intrigue les amateurs de tarot. Où placer cette carte ? Au début du parcours, à la fin, en dehors de la série, partout à la fois ? En fait, le fou refuse de rester à la place que nous voudrions lui attribuer. Il échappe au classement. Or, les êtres humains aiment classer. Nous classons les objets, nous classons les professions, nous classons les réussites, nous classons les personnes. Très tôt, nous apprenons à nous définir à travers des catégories. Nous sommes étudiants, salariés, entrepreneurs, parents, retraités. Nous appartenons à un groupe, à une profession, à une identité. Bon, ces catégories sont utiles car elles nous permettent de nous situer dans le monde. Mais à force de nous définir par ce que nous faisons, nous finissons parfois par oublier ce que nous sommes lorsque ces définitions disparaissent. Que reste-t-il lorsqu'une carrière s'achève ? Que reste-t-il lorsqu'un projet auquel nous avons consacré 10 ans s'effondre ? Que reste-t-il lorsqu'un rôle auquel nous étions profondément attachés cesse soudainement d'exister ?
Ces moments de transition sont souvent déstabilisants parce qu'ils nous placent dans une sorte de vide identitaire. Nous ne sommes plus tout à fait ce que nous étions, mais nous ne sommes pas encore devenus autre chose. Et le fou habite justement cet espace car il n'appartient à aucune fonction clairement identifiable. Nous ne savons pas exactement qui il est, et peut-être ne le sait-il pas lui-même. Mais n'y a-t-il pas aussi une puissance particulière dans cette absence d'identité? Voyez-vous, lorsque aucune identité n'est encore figée, plusieurs futurs demeurent possibles. Reparlons du zéro, qui, je le rappelle, est attribué au fou dans le Rider-Waite-Smith et pas dans le tarot de Marseille. Donc, dans les mathématiques modernes, le zéro représente le vide et aussi un point de départ. Sans lui, notre système numérique serait méconnaissable. Le zéro marque un espace où quelque chose peut apparaître. Le fou évoque parfois cette même qualité symbolique. Il est encore en devenir, il n'est pas enfermé dans une définition et il demeure disponible. Et c'est justement cette disponibilité qui peut faire peur. L'être humain préfère généralement les certitudes, même inconfortables. Beaucoup de personnes restent dans des situations qui ne leur conviennent plus, simplement parce que l'inconnu paraît plus menaçant que l'insatisfaction familière. Le connu possède un avantage immense. Nous savons comment y survivre. L'inconnu, lui, ne fournit aucune garantie. C'est pourquoi les périodes de transition provoquent souvent autant d'anxiété. Lorsque nous quittons un emploi, une relation ou une ancienne version de nous-mêmes, nous entrons dans un territoire qui ressemble étrangement à celui du fou. C'est-à-dire que nous avançons sans savoir exactement qui nous serons de l'autre côté. L'iconographie de la carte renforce cette impression. Regardez le personnage. Il voyage avec un simple baluchon, souvent interprété comme un symbole de liberté. Mais on peut aussi lire ce baluchon autrement. Il nous rappelle aussi que le fou ne possède presque rien, qu'il avance sans les protections habituelles, sans richesse visible, sans statut apparent, sans preuve de réussite. Et dans une société obsédée par l'accumulation, cette image est presque dérangeante. C'est vrai que nous passons une grande partie de notre vie à accumuler, que ce soit des biens, des diplômes, des compétences, des relations, des expériences, des preuves de notre valeur. Le fou semble voyager dans la direction opposée, comme si quelque chose devait être abandonné pour permettre au mouvement de continuer. Et cette idée apparaît dans de nombreuses traditions initiatiques. Avant de devenir quelque chose, il faut souvent accepter de ne plus être ce que l'on était. Avant d'apprendre, il faut reconnaître ce que l'on ignore. Avant de changer, il faut parfois renoncer à certaines certitudes. Le fou nous confronte donc à cette étape inconfortable du moment suspendu où les anciennes définitions ne suffisent plus. Il nous rappelle une vérité que nous préférerions parfois oublier. Les périodes les plus importantes de notre existence ne sont pas toujours celles où nous savons exactement qui nous sommes. Il existe une illusion particulièrement séduisante, celle selon laquelle une existence bien conduite serait une existence soigneusement planifiée. Cette idée nous accompagne très tôt. Nous élaborons des projets d'études, nous imaginons des carrières, nous nous fixons des objectifs à 5 ans, parfois à 10 ans. Nous dessinons des trajectoires dont nous espérons secrètement qu'elles se dérouleront selon le scénario prévu. L'industrie du développement personnel a largement renforcé cette vision du monde. Les librairies regorgent de méthodes destinées à optimiser le temps, accroître la productivité, définir des objectifs SMART ou construire un plan d'action détaillé. Alors, certaines de ces approches sont utiles. Elles permettent d'éviter la dispersion et donnent une direction à l'effort. Pourtant, lorsqu'on regarde rétrospectivement les événements les plus importants d'une vie, une autre réalité apparaît souvent. Les rencontres décisives n'étaient pas prévues,
les opportunités déterminantes n'étaient pas inscrites dans un calendrier, les bifurcations majeures se sont parfois imposées sans invitation. Combien de personnes exercent aujourd'hui le métier qu'elles imaginaient à 20 ans? Sûrement pas moi. Combien vivent dans la ville où elles pensaient s'installer? Combien auraient pu prévoir avec précision les circonstances qui ont transformé leur existence? Nous avons besoin de projets pour avancer, mais nous surestimons souvent notre capacité à prévoir la forme que prendra réellement notre parcours. Et le fou est intéressant précisément parce qu'il semble habiter cet espace d'incertitude. De nouveau, lorsqu'on observe la carte, on ne voit aucun signe de planification, aucun document, aucun itinéraire, aucun symbole de maîtrise. Le personnage paraît engagé dans un déplacement dont nous ignorons tout. Nous ne savons ni d'où il vient, ni où il va. Et cette absence d'information est assez déstabilisante pour l'esprit moderne. Nous avons tendance à associer l'incertitude à un manque. Nous la percevons comme un défaut qu'il faudrait corriger avant de pouvoir agir sereinement. Or, certaines situations ne peuvent être clarifiées qu'après avoir commencé. Prenons l'exemple d'une personne qui envisage une reconversion professionnelle. Elle peut étudier le métier pendant des mois, lire des témoignages, elle va rencontrer des professionnels, comparer les formations disponibles, mais il subsistera toujours une part irréductible d'inconnu. Ce n'est qu'en entrant réellement dans cette nouvelle activité qu'elle découvrira si elle lui convient. L'expérience précède parfois la compréhension. Cette idée est profondément inconfortable parce qu'elle renverse notre manière habituelle de penser. Nous aimerions comprendre d'abord et agir ensuite, surtout nous, Français. Or, certaines connaissances ne deviennent accessibles qu'à travers l'action elle-même. Le psychologue Donald Schoen utilisait l'expression « réflexion dans l'action » pour décrire ce phénomène. Selon lui, les professionnels expérimentés ne se contentent pas d'appliquer mécaniquement des plans préétablis. Ils improvisent constamment, ils ajustent leurs pratiques à la situation qu'ils rencontrent. Ils réfléchissent en avançant. L'improvisation n'est donc pas l'ennemi de l'intelligence. Le musicien de jazz improvise parce qu'il maîtrise profondément son langage musical. Le cavalier expérimenté improvise parce qu'il sait répondre aux réactions imprévues de son cheval. Le thérapeute improvise parce qu'aucune rencontre humaine ne ressemble exactement à une autre. Dans chacun de ces cas, la compétence consiste à dialoguer avec la situation au lieu de vouloir la contrôler. Et le fou semble être dans ce cas. On pourrait le croire inconscient ou imprudent, mais il représente peut-être quelque chose de plus subtil, qui est la capacité à poursuivre son chemin lorsque les circonstances cessent d'obéir au plan initial. Et il faut reconnaître que la vie possède un talent remarquable pour produire ce type de circonstances. Parlons du moment qui précède immédiatement l'action. Non pas l'action spectaculaire dont les biographies aiment se souvenir, ou le grand tournant que l'on raconte des années plus tard en lui attribuant une cohérence rétrospective, mais cet instant beaucoup plus modeste, beaucoup plus ordinaire, où quelque chose bascule presque imperceptiblement. On a envoyé un manuscrit, déposé une candidature, validé une inscription, pris un rendez-vous. Vus de l'extérieur, ces gestes paraissent insignifiants. Ils ne demandent parfois que quelques minutes. Pourtant, ils sont souvent précédés de semaines, de mois, voire d'années d'hésitation. Pourquoi ? Parce que le premier pas possède une caractéristique particulière. Il transforme une possibilité abstraite en réalité concrète. Tant qu'un projet demeure à l'état d'idée, il reste protégé. Nous pouvons l'imaginer sous sa forme idéale. Nous pouvons lui prêter toutes les qualités que nous souhaitons. Rien ne vient encore contredire nos espérances.
L'action met brutalement fin à cet état de grâce. Dès qu'un projet rencontre le monde réel, il cesse de nous appartenir entièrement. Il devient soumis aux circonstances, aux réactions des autres, aux contraintes matérielles et aux imperfections inévitables de l'existence humaine. C'est pourquoi le premier pas suscite souvent davantage d'anxiété que les efforts qui lui succèdent. Une fois engagés dans le mouvement, nous pouvons nous adapter. Nous découvrons des solutions, nous corrigeons nos erreurs, nous apprenons au fur et à mesure. Mais avant le premier pas, tout demeure concentré dans l'imagination. Et l'imagination possède un talent particulier pour produire des scénarios catastrophes, échecs, rejets, humiliations. Nous imaginons les conséquences les plus improbables avec une créativité qui serait admirable si elle n'était pas si souvent utilisée contre nous-mêmes. Ce phénomène est d'ailleurs bien connu en psychologie. L'anticipation d'un événement produit fréquemment davantage de souffrance que l'événement lui-même. Parce qu'une fois confrontés à la situation redoutée, nous découvrons souvent qu'elle est plus complexe, plus nuancée et parfois beaucoup moins dramatique que ce que nous avions imaginé. Le problème est que notre cerveau n'accorde qu'une confiance limitée à cette expérience. À chaque nouvelle étape, le mécanisme recommence. Une personne qui a déjà donné des dizaines de conférences peut ressentir de l'appréhension avant de monter sur scène. Un écrivain ayant publié plusieurs ouvrages peut douter avant de commencer un nouveau manuscrit. Un praticien expérimenté peut encore ressentir une forme d'incertitude face à une situation inédite. Le doute n'est donc pas nécessairement le signe que nous avançons dans la mauvaise direction. Le fou nous invite à regarder ce phénomène sous un angle différent. Lorsque nous contemplons la carte, nous avons tendance à concentrer notre attention sur la destination supposée du personnage. Nous nous demandons où il va, ce qu'il cherche, ce qu'il espère trouver. Mais la carte ne répond jamais à ces questions. Elle montre seulement un mouvement. Et donc, le fou ne nous enseigne pas comment garantir un résultat. Il nous confronte à une réalité plus élémentaire. Avant d'atteindre un objectif quelconque, il faut accepter d'entrer dans le processus. Or, notre culture valorise souvent davantage le résultat que le commencement. Nous admirons les livres publiés, mais rarement les milliers d'heures d'écriture. Nous admirons les entreprises prospères, mais rarement les années d'incertitude qui ont précédé leur développement. Nous admirons les experts, mais rarement la longue période durant laquelle ils ne savaient pas encore ce qu'ils faisaient. Le premier pas demeure invisible parce qu'il n'offre aucune garantie de succès. Et pourtant, il possède une valeur symbolique considérable. Il marque le moment où nous cessons de négocier avec l'idée d'agir. Oui, vous avez remarqué que nous pouvons entretenir une conversation intérieure avec nous-mêmes pendant une très longue période. Peut-être plus tard, quand les conditions seront meilleures, lorsque j'aurai davantage de temps, lorsque je me sentirai prêt. Et le premier pas interrompt ce dialogue. Alors il ne va pas résoudre tous les problèmes ou dissiper la peur comme par magie. Il ne va pas transformer instantanément une personne hésitante en aventurier intrépide. Mais il produit quelque chose de décisif. Il modifie notre relation au possible. À partir de ce moment-là, nous ne sommes plus simplement en train d'imaginer un changement, nous sommes en train de le vivre. Et les grandes transformations ne commencent pas toujours par un acte héroïque. Elles commencent souvent par une décision si modeste qu'elle paraît presque insignifiante sur le moment. Pourtant, lorsque nous regardons en arrière plusieurs années plus tard, nous découvrons parfois que toute une existence a changé de direction à partir de ce geste minuscule que personne à l'époque n'aurait jugé remarquable. Parmi toutes les figures du tarot, le fou est peut-être celle qui entretient le rapport le plus ambigu avec l'idée d'expérience. Lorsque nous regardons l'empereur, nous voyons l'autorité. Lorsque nous regardons le pape, nous pensons à la transmission d'un savoir.
L'ermite évoque la sagesse acquise au fil des années. Même le monde suggère une forme d'accomplissement. Et le fou, lui, semble toujours au commencement de quelque chose. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles cette carte provoque souvent des réactions contradictoires. Certains y voient une promesse de liberté, d'autres y perçoivent une forme d'immaturité. Les deux lectures contiennent sans doute une part de vérité. Dans de nombreuses cultures, le débutant occupe une position paradoxale. D'un côté, il est valorisé parce qu'il apprend, de l'autre, il demeure vulnérable parce qu'il ne maîtrise pas encore les règles du jeu. Or, cette vulnérabilité devient de plus en plus difficile à accepter avec l'âge. Lorsque nous sommes jeunes, l'apprentissage est considéré comme normal. Personne ne s'étonne qu'un étudiant commette des erreurs. Personne n'attend d'un enfant qu'il possède déjà toutes les compétences nécessaires à la vie d'adulte. Encore que, aujourd'hui ça change un peu. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, nous construisons une identité, nous accumulons des connaissances, nous développons une expertise et apprenons à évoluer dans certains environnements avec une relative aisance. Et cette compétence devient peu à peu une partie de nous-mêmes. Car lorsque une activité devient une composante de notre identité, toute remise en question de cette activité prend une dimension beaucoup plus profonde. Il ne s'agit plus seulement de changer de travail, de ville ou de projet. Il s'agit de modifier l'histoire que nous racontons à propos de nous-mêmes. C'est pourquoi les grandes transitions de la vie sont souvent accompagnées d'un sentiment étrange de désorientation. Une personne qui quitte une profession après 20 ans d'exercice ne perd pas seulement un emploi, elle perd aussi un ensemble de repères, d'habitudes, de compétences reconnues et parfois même une partie de son statut social. Pendant un temps, elle se retrouve dans un espace intermédiaire. L'ancien rôle ne lui correspond plus complètement et le nouveau n'est pas encore établi. Et cet entre-deux est rarement confortable. Nous préférons généralement les identités stables. Elles nous permettent de répondre facilement à la question « Qui êtes-vous » ou « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Cela m'est arrivé exactement comme ça lorsque j'ai démissionné de l'éducation nationale pour me former au coaching et pratiquer le tarot. Je ne savais plus du tout me définir. Avant, c'était simple, je disais je suis prof d'anglais. Mais par la suite, je n'ai jamais vraiment su me définir, d'autant plus que c'est rajouter une problématique pour moi, excepté quelques proches, mon compagnon, mon fils, personne n'a compris pourquoi j'avais démissionné alors que j'étais agrégée hors classe. Et ce fut très mal accepté, à tel point que j'ai dû éviter de me définir par ma nouvelle activité, ce qui a, je pense, contribué à ce qu'elle ne marche pas dans la durée. Et le fou semble habiter précisément cette zone d'incertitude. Sa fonction n'est pas clairement définie. Dans une société qui valorisait encore il y a peu les trajectoires linéaires, cette situation peut paraître inquiétante. Nous aimons les récits cohérents. Nous aimons pouvoir regarder notre passé comme une succession logique d'événements conduisant vers un résultat identifiable. Mais la réalité ressemble souvent davantage à un chemin sinueux. Les détours y jouent un rôle considérable, les erreurs également. Certaines expériences que nous avions d'abord considérées comme des échecs se révèlent plus tard avoir ouvert des portes inattendues. Et à l'inverse, certaines réussites produisent parfois des conséquences que nous n'avions jamais envisagées. Cette imprévisibilité rend l'existence difficile à raconter, mais extraordinairement riche à vivre. Et le fou nous rappelle peut-être que l'identité n'est pas un monument achevé une fois pour toutes. À plusieurs reprises au cours d'une vie, nous sommes appelés à redevenir débutants. Débutants dans une nouvelle profession, débutants dans une nouvelle relation, débutants dans une nouvelle étape de l'existence. Même les personnes les plus expérimentées connaissent ce phénomène. Le spécialiste reconnu qui découvre un domaine inconnu, le parent dont les enfants quittent la maison, le retraité qui doit réinventer son quotidien, l'artiste qui explore une nouvelle forme d'expression. À chaque fois, quelque chose de l'ancien savoir demeure utile, mais quelque chose d'autre doit être réappris. Ce mouvement n'a rien d'exceptionnel.
Il constitue peut-être l'une des caractéristiques fondamentales de la condition humaine. Et pourtant, nous résistons souvent à cette réalité. Nous voudrions atteindre un point où tout serait enfin stabilisé, un moment où nous saurions définitivement qui nous sommes, un moment où plus rien n'aurait besoin d'être réinventé. Alors le tarot, lui, semble suggérer une autre vision. Le parcours des arcanes majeures n'est pas une ascension linéaire vers un état final de perfection. Il ressemble davantage à une succession de cycles, de crises, d'apprentissage et de renouvellement. Dans cette perspective, le fou cesse d'être une anomalie. Il représente cette part de nous-mêmes capable d'entrer dans l'inconnu sans posséder toutes les réponses. Et cette capacité exige une certaine humilité et également une forme de confiance, non pas dans le résultat, mais dans notre aptitude à apprendre en chemin. Peut-être est-ce là le véritable courage du fou, l'acceptation d'une vérité que nous passons souvent notre vie à éviter. Il n'existe aucun âge auquel nous cessons définitivement d'être des apprentis. Et c'est cette possibilité de recommencer qui permet à une existence de continuer à se transformer. Le fou nous rappelle que la vie ne se vit pas depuis le bord du chemin. À un moment donné, il faut accepter de quitter le territoire du possible pour entrer dans celui de l'expérience. Car nous ne saurons jamais tout ce qu'il faudrait savoir avant de commencer. Et ça, c'est peut-être une bonne nouvelle, parce que cela signifie que le courage n'appartient pas à quelques êtres exceptionnels. Il appartient à tous ceux qui acceptent d'avancer malgré leurs doutes. Alors, je vais vous laisser avec cette question. Quel est aujourd'hui ce premier pas que vous remettez à plus tard? Et surtout, qu'est-ce qui vous empêche réellement de le faire, ce premier pas? Allez, à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye!